Il est 19h30 dans le comté de Waukesha, dans le Wisconsin, où la police intervient après un accident présumé causé par un conducteur ivre, qui a laissé une adolescente et son chien se battre pour leur vie. Oui, madame. Elle a eu un accident de voiture. Elle va aller à l'hôpital. D'accord. Je me suis cogné la jambe contre elle. Je ne sais pas. Je veux juste être curieux. Tu vas bien? La police identifie le suspect, vu ici comme étant Jason Zehe, 19 ans, qui n'a pas encore pris conscience de la gravité de son crime présumé. Est-ce qu'elle va bien? Je vais bien. Nous emmenons les ambulanciers maintenant. J'étais le conducteur. Est-ce qu'on peut faire entrer quelqu'un là-dedans? Parce qu'il y a une dame à l'intérieur. Laquelle, celle du milieu? Oui? Oui, il y a un ambulancier là-bas. Je suis désolé, je n'avais pas vu. Oui. Je ne te laisserai pas juste monter dans ta tête. C'est mauvais pour toi. Debout toute la journée. Elle a 18 ans. Et je mettrai ma ceinture de sécurité. J'ai 19 ans. Des témoins ont déclaré que Jason conduisait ce pick-up avec sa petite amie de 18 ans à bord, qui a également été grièvement blessée dans l'accident. Elle était allongée par terre. Tu crois qu'elle a une petite amie? Je pense qu'on va bien. Je pense qu'on va bien. Les ambulanciers la prennent en charge. Ce n'est pas bon pour toi. D'accord. Je suis désolée. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Je le fais. Je vais juste te parler. Viens me parler. D'accord? Est-ce qu'elle va bien? Elle est consciente, parle et va s'en sortir. Je ne laisse pas les secouristes faire leur travail. D'accord. Je ne sais pas. D'accord. Quelle est ta première étape? Elle s'approche. Comment va-t-elle? Petite amie, puce de hanche. Je suis désolé. Quel est ton premier? Continue. Il faut bloquer l'intersection dans toutes les directions. Quoi? Non. Non. Oh, arrête. Non, nous n'y allons pas. Je devrais être debout, mais c'est lui qui l'est et il bouge partout. J'ai vraiment froid. J'ai vraiment froid. Ça va aller, mon pote. Tu as beaucoup de sang sur toi. Est-ce que tu as mal quelque part en ce moment? Juste un petit ami stupide, je suppose. J'essaie juste de la ramener chez elle. J'essayais de la ramener chez elle et puis tout d'un coup, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous allez dans cette direction? Oui. Oui. Je ne suis pas tout le temps un putain d'ivrogne. Je ne fais que pleurer, c'est tout. Entre. Je n'aimais même pas les crabes. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va bien? Tu dois la laisser tranquille. Je ne leur confie pas ce travail. J'écoute le tien. La personne la plus importante qui était dans la maison? C'est elle. Oui, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Elle est la plus importante. Ouais. Comme si quelque chose me l'avait dit. Je ne l'étais pas. Non, ce n'est pas ça. Je suis juste sous le choc. Non. Dans la voiture que l'on voit ici, les premiers intervenants trouvent Megan Voss, 17 ans inconsciente mais respirant, avec son chien blessé, Blue, à ses côtés. Megan a été transportée par hélicoptère à l'hôpital où elle a été déclarée morte. Et Blue a ensuite été euthanasiée en raison de la gravité de ses blessures. D'accord. Eh bien, nous allons devoir parler à quelques agents. Il conduit sous influence. Quelqu'un vous a-t-il parlé? À moitié, à moitié. D'accord. Avez-vous une pièce d'identité sur vous? Oui, je peux. D'accord. Je suis désolé. Vous allez bien? Oui, j'ai eu cet accident. Il est là-dedans. Qui conduisait? C'était moi? C'était vous? Vous avez votre pièce d'identité? Oui? C'est ce que je vais chercher immédiatement. Rien ne fait mal. J'ai fini. Je n'en connais pas. Je n'ai pas besoin de ce feu. Je vais bien. Vu le mécanisme du traumatisme, il est important que tu sois examiné, surtout si nous en avons. Je sais, vraiment. Je ne peux vraiment pas me le permettre. Ne t'inquiète pas pour l'argent, ça n'a aucune importance pour l'instant. Je t'ai déjà abandonné. Je suis désolé. Je viens de me faire renverser par un semi-remorque, d'accord? Je comprends. Ça va aller, mec. Respire profondément. Les pompiers vont venir t'examiner, d'accord? Non, Ça ne te coûtera rien. C'est la ville qui va payer. D'accord.
Mais pour l'instant, Nous devons nous occuper de toi. D'accord, je comprends, je comprends. Tu vas bien? Prends de grandes inspirations. Tiens, tu veux que je le cherche pour toi? C'est quelque part dans cette poche. Je m'en occupe. D'accord. C'est ma carte de sécu, enfin ma carte de sécurité sociale. Dans l'un d'eux, tu as dit que c'était là-dedans? Oui, quelque part dans ce portefeuille. Oh, juste ici. C'est juste ici, c'est juste ici. Parfait. Merci. Désolé, je suis vraiment désolé. Ça va aller, mec. Assieds-toi sur le lit de camp, laisse-les t'examiner. Je pars. Est-ce que c'est la plaque de ta voiture? Cette voiture n'a pas de plaque. Je viens juste d'acheter cette voiture. D'accord. Je comprends. Jason est conduit à une ambulance tandis que des policiers interrogent les témoins. cette voiture arrivait très vite par ici. Celle-ci? Non, cette voiture. Le camion là-bas. Le camion arrivait très vite et faisait des appels de phare. Et cette voiture, elle s'est arrêtée, puis a commencé à s'engager dans l'intersection. Et j'ai vu que, tu sais, celui-là faisait des appels de phare. Comme pour dire, je ne m'arrête pas. Oui, il l'a percutée directement. Dans quelle direction allait-elle? Elle venait par là. Elle arrive. J'étais la voiture qui venait juste de passer l'intersection, et puis je l'ai vu faire des appels de phare. Il allait par là. Elle était déjà au stop. Je suis arrivé le premier, donc je suis passé. Elle est arrivée, j'ai vu qu'il faisait des appels de phare et roulait vite. Et puis je l'ai entendu. J'ai entendu le choc. Et ensuite, je me suis retourné. Était-elle entrée la première dans l'intersection? Oui. Je pense qu'il a juste grillé le stop. Des témoins disent à la police que Jason conduisait de façon erratique et faisait des appels de phare avant de griller un stop et de percuter plusieurs véhicules. Ensuite, nous retrouvons Jason dans l'ambulance où les ambulanciers et les enquêteurs ont quelques questions à lui poser. Si vous voulez faire des tests pour savoir combien j'ai bu ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire aussi. Vous avez bu quoi ce soir? Rien. Rien? Non, littéralement rien. C'est ce que je dis. Tu peux le prendre comme ça. Des drogues? Non. D'accord, vérifie-le simplement. Je n'ai rien pris et je viens juste de percuter cette voiture et je... Non, c'est mon dossier donc. Oh mon Dieu. Je reconnais avoir percuté cette voiture, mais... Est-ce que je vais bien? Va-t-elle bien ou la personne que j'ai percutée va-t-elle bien? Ce n'est pas grave. C'est ça qui m'inquiète en ce moment. Je vais bien, je vais bien. Vous allez sentir une piqûre. Ne bougez pas. 1, 2, 3. Non, cette piqûre, ça va. C'est juste que... J'aimerais ne pas être ivre. Quoi? J'ai complètement raté ça. Étais-je ivre à ce moment-là? Non, non. Genre, est-ce que je suis juste... Pourquoi tu dirais ça? Je disais juste, genre, pourquoi c'est dirigé contre moi? Oh, c'est juste l'oxymètre de pouls. Ça mesure le pouls. Il a juste du mal. Est-ce que je vais être arrêté maintenant? J'ai eu un accident. Penche juste ta tête en arrière, je sais. Je sais, j'avais fini. J'essayais de trop te regarder. Je suis désolé. Ce camion ne valait que 500 $, c'est un peu exagéré. Désolé. Oh! Wow, ils l'ont gâché. D'accord, je conduisais ça à nouveau. Désolé, c'était drôle. En fait, ça l'était vraiment. C'était le timing. Bon, fini de rire. Est-ce qu'ils vont bien? La personne percutée va-t-elle bien? Je ne peux pas vous répondre, car je ne m'occupe pas d'eux, donc je ne sais pas. Jason, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé quand tu as eu l'accident? Je conduisais, et puis oui, j'ai un peu dépassé. Je conduisais et j'ai dépassé la ligne centrale. Oui, D'accord. Dans quelle direction alliez-vous? je passais par ici, dans la même direction que celle qu'on prend maintenant. D'accord. Et moi, Est-ce que tu finis par tourner en rond alors? non, je ne sais pas. Je me souviens juste que j'avais... L'une des...
Je conduisais ma copine et puis j'ai fait un tête à queue parce que je l'ai percuté. Donne-moi juste une minute. C'est moi qui conduisais et ouais, je devrais être inculpé. De quoi devrais-tu être inculpé? Percuter une autre personne. Je veux dire, c'est peut-être eux qui se sont engagés, mais je m'en fiche. Je veux dire, vraiment, j'assumerai la responsabilité. Je me sens tellement mal d'avoir loué sa voiture et de l'avoir abîmée, tu vois. Je ne veux pas qu'elle se sente mal. Tu as pris des drogues récréatives ce soir parce que tu agis un peu bizarrement. Non, je veux dire, oui, j'ai eu un accident de voiture. Mais je suis là, c'est tout. J'agis comme un idiot. J'agis comme un idiot parce que, oui, on a eu cet accident de voiture ensemble et tu m'as fendu la tête et je voulais être drôle et je suis désolé. Ce n'était pas si drôle. Peu importe. Mais je vais bien. On arrive juste à l'hôpital. Est-ce que je dois payer pour ça? C'est génial. Non, je dois payer pour ça. J'ai déjà payé pour cet obstacle. Visite à l'hôpital. C'était 275, je ne veux pas payer pour ça. Est-ce que je peux juste partir? Malheureusement, non. Combien dois-je payer pour ça? Combien dois-je payer pour ça? Non, famille. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Je ne peux pas attendre, ça m'inquiète. Je ne peux pas. Je ne peux pas payer pour ça. Je ne peux pas payer pour ça. Détends-toi simplement. Jason est escorté dans une chambre d'hôpital où nous l'entendrons à nouveau bientôt. Pendant ce temps, d'autres enquêteurs ont l'occasion de parler à quelques membres de la famille de Megan. Je l'ai vue juste la veille de Noël. Elle pensait déjà à son admission à l'université en Arizona, une école pour Noël. C'est vraiment cool. Et désolé, ce gamin a tout pris en main. Je ne m'attends pas à avoir de mère en Angleterre et je dois... Ce soir, bonne nuit. Quoi? Papa, on ne veut pas trop entamer sa fierté en ce moment. C'est une bonne fille, membre de la National Honor Society. Bah, je n'en doute pas. C'est une bonne fille. Ça ressemble à célèbre. Je le crois à 100%. Elle part à l'université. Elle a vraiment eu un très bon parcours. Elle a une moyenne générale de 4,1 à 4,3. Elle a suivi uniquement des cours de niveau avancé au lycée. Elle avait tout. Elle vient juste d'accepter l'établissement qu'elle allait intégrer. Je n'arrive pas à l'expliquer, mais j'ai la foi et je crois en Christ. Oh, absolument. Et j'ai reçu aujourd'hui 3 Bibles qu'elle a achetées pour nous tous. Elles sont arrivées aujourd'hui. Comme, on reviendra pour le moment crucial, il était 6h15 du matin et elle les a ouvertes et les a mises dans les autres pièces. Quoi? Tu fais ça? Maintenant, nous retrouvons Jason à l'hôpital, où il commence à avouer ce qui s'est passé ce soir. Il a dit que ses parents lui permettaient de boire avec eux, tout comme les miens. Il buvait donc avec sa petite amie, qui était sûrement présente. Donc il a dit qu'il est un ivrogne. Il est donc très honnête. Tu te souviens combien tu as bu? Combien de verres penses-tu avoir bu ce soir? 2. 2. Et s'ils veulent dire que j'ai bu, alors oui, c'est bon. Je peux être accusé ou peu importe. Peu importe ce que je dois prendre. Test du taux d'alcool dans le sang. Non, non, non. Oh. Bon, d'accord. Donc je suis rentré chez moi en voiture et est-ce que la personne que j'ai percutée va bien? Est-ce qu'elle va bien? Je ne sais pas encore. Elle était vraiment amochée. Non, je devrais. Je ne le fais pas. Je m'en fiche. Je mérite de recevoir. Je mérite d'être accusé de conduite en état d'ivresse ou peu importe. Ce n'est pas grave. Tu peux me laisser être accusé de conduite en état d'ivresse? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui me fait dire ça? J'ai percuté quelqu'un et je l'ai blessé. Tu as l'impression d'être ivre? Non, je me sens juste putain d'horrible. J'ai été obligé de partir parce que j'étais trop ivre à cause de son message. Et puis, tu sais, je me suis saoulé. Qui t'a forcé à partir? Eh bien, à chaque fois, Non, je me suis forcé à partir. Laisse tomber. Je me suis forcé à partir. Ses parents t'ont-ils dit de partir? Non, non, non. Non. Est-ce qu'elle t'a dit de partir? Ils ne vont pas avoir de problème, n'est-ce pas? Je n'essaie pas de leur attirer des ennuis. J'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé. Oui,
Ils m'ont dit de partir, oui. D'accord. Est-ce qu'ils savaient que tu conduisais? Est-ce qu'ils savaient que j'étais ivre? C'est eux qui m'ont saoulé. Ils ne voulaient pas que je sois là et ils m'ont saoulé. Et puis, ouais, moi... Qu'est-ce que je suis censé faire, bordel? Ouais, qu'est-ce que tu es censé faire s'ils te disent de partir? Ouais, je me fais arrêter et tout le reste. Tu t'es fait arrêter? J'ai probablement percuté quelqu'un. Oui, mais tu ne t'es pas fait arrêter avant ça. N'est-ce pas? Non. D'accord. Ouah. Tu veux te planter, hein? Plante-toi. Tu aurais dû lui rentrer dedans. Je vais devoir te suivre. Jason est emmené d'urgence par le personnel médical pour des examens, tandis que les enquêteurs interrogent sa petite amie qui donne une version différente des faits. Que faisiez-vous avant l'accident? On conduisait, mais sa voiture refusait de démarrer, puis il est devenu très imprévisible. J'ai demandé s'il pouvait arrêter de conduire aussi agressivement car il me faisait peur, mais il a continué à faire la course avec une autre berline. Et puis il a continué, et moi j'ai juste regardé mon téléphone. Et pendant que je regardais mon téléphone, c'est là qu'on a eu l'accident. Donc en gros, j'ai eu l'impression de ne pas avoir levé les yeux, donc je ne sais pas ce qui l'a percuté. Mais ensuite, j'ai juste heurté le tableau de bord. Avez-vous perdu connaissance? Je crois. J'ai perdu connaissance environ 5 secondes, puis me suis réveillée, à moitié sortie du siège conducteur. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais oui, on avait bu. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Tu veux que je sois plus précise? Je pense qu'il a bu. Il a bu plus que... Oh mon Dieu, mon cou, il a bu plus que moi. Je dirais qu'il a aussi bu une demi-bouteille. De la vodka Boston à 40%. Combien a-t-il bu? Beaucoup, beaucoup. Il a bu toute la journée aujourd'hui. Est-ce qu'il a bu plus que toi? Je crois que oui. Tu dirais que t'as dû en prendre à peu près combien? J'en ai vomi une grande partie. Il devait être à un niveau presque mortel. C'est à quel point il a bu. Il n'arrêtait pas de boire et j'ai dit à ma mère de la cacher. Je lui ai donné la bouteille. J'ai dit « Hé, il devient fou, cache ça ». Finalement, je l'ai reprise à ma mère parce que j'ai été stupide et puis j'ai beaucoup bu. D'accord. C'était une bouteille de quelle taille? Comme une grande bouteille. Oui, je m'en occupe. À quelle heure est-ce qu'il est venu? D'accord. Oh, genre plutôt dans la matinée vers 8 heures du matin. Et puis il m'a préparé une sangria. Donc on a commencé à boire tout de suite. Il m'en a préparé une et on a bu du vin. Et ensuite, ma mère est rentrée à la maison. Et j'ai toujours son patron, mais lui, il l'avait. J'étais très rapide. On sortait toute la journée, il me suppliait d'aller chez Taco Bell. Je lui disais qu'il ne pouvait pas conduire. La petite amie de Jason dit à la police que le suspect avait bu, je cite, toute la journée, et qu'ils avaient partagé de la sangria et une bouteille de vin avant, selon elle. Jason aurait bu environ une demi-bouteille de vodka. De retour avec le suspect, la police se prépare à effectuer un alcotest. Je dois... Et après, ils doivent m'affronter. J'ai du travail demain et la famille. Non. Il ne devrait pas se moquer de moi. Pourquoi il se moque de toi? D'accord. Respire profondément. Souffle dans le tube. Souffle aussi fort que tu peux. Continue. Tu y es presque. Parfait. Merci beaucoup. C'est merci. 0,238. C'est comme, je vais bien? Oui. Mais je le savais déjà parce que tes yeux me l'ont dit, et tes actions et tes paroles me l'ont dit. Donc nous avons 0,238, ce qui est assez élevé. Belle vie. Tu as entendu ça, n'est-ce pas? La police a dit que Jason a enregistré un taux de 0,238 lors d'un alcotest portable. C'est presque 3 fois la limite légale pour conduire un véhicule. Donc je dois t'arrêter. Je peux mettre mon sous-vêtement d'abord, s'il te plaît? Non, tu vas rester comme ça, juste comme ça. Elle a un formulaire. Je m'en fiche si elle va me lire le formulaire. Est-ce que je peux garder un sous-vêtement ou pas? Non. Tu es à l'hôpital. Les infirmières demandent que tu les enlèves maintenant pour finir leurs examens. Elles doivent faire ce qu'il faut pour qu'elles puissent se sentir bien, tu vois? Je ne pense pas, non. D'accord, voilà. Je n'ai tué personne. Je n'ai tué personne, n'est-ce pas?
Je n'ai pas dit que tu l'avais fait. Je l'ai fait, mais je n'ai tué personne, c'est vrai. Je vais bien, non? J'ai tué quelqu'un. Non, je n'ai tué personne. Je ne connais pas l'état de l'autre personne en ce moment, je ne sais pas. Je pense que je suis juste un gamin stupide. Je crois que j'ai vraiment fait une erreur. Ouais. Je comprends. Combien de verres? Je vais être honnête avec toi, j'en ai pris 3, et quoi? Tu as bu quel type d'alcool? 3 shots d'alcool. Genre... Tu sais qu'est-ce que tu peux faire? D'accord, mais juste les 3 shots aujourd'hui, rien d'autre. Et ouais, ouais. Tu es sûr? Tu peux? Je veux dire, je pense que 0,09 ça semble correct, pour 3 shots. Tu montes à 0,09 ou à 0,2, quelque chose de vraiment élevé. Ça me fait penser que tu as probablement bu plus que 3 verres, donc c'est pour ça que je demande. Et je veux juste que tu sois honnête avec moi. Je vais perdre mon permis. Si je blesse vraiment quelqu'un d'autre, je mérite vraiment de me faire retirer mon permis, tu sais, tout ça, peu importe. Si cette personne est debout, est-ce qu'elle va bien? Je ne suis pas encore sûre. Est-ce que je peux attendre que mes collègues me préviennent? S'il vous plaît. Je pense que l'autre personne est dans un autre hôpital. Donc c'est ça, c'est ce qui m'importe. Ouais. Oui, absolument. Finalement, la police décide qu'il est temps d'annoncer à Jason ce qui s'est réellement passé ce soir. Car il y a des infractions au code de la route. Il paraît que tu as grillé le feu rouge. Enfin, pas le feu rouge, le stop, pardon. Donc tu vas avoir une contravention pour ça que je n'ai pas encore rédigée. Et puis pour la conduite en état d'ivresse, comme je te l'ai dit, tu vas être accusé de conduite en état d'ivresse ayant causé des blessures à ta petite amie. Et puis, malheureusement, le conducteur de l'autre véhicule est mort. Donc tu vas aussi recevoir une contravention pour homicide involontaire causé par un véhicule. Quoi non, ils ne l'ont pas fait, ils sont morts. Putain de Dieu, j'ai perdu un enfoiré. Putain de merde, quel âge a-t-elle? Elle a 17 ans. Honnêtement, je devrais prendre perpétuité. J'ai ôté une vie. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas retourner à notre commissariat pour la nuit. Nos détectives voudront peut-être te parler demain. Et puis, à un moment donné, on va t'emmener à la prison du comté où tu verras un juge qui fixera une sorte de caution pour toi. D'accord, mais pour ce soir, on va juste te ramener au commissariat. Donc, c'est ma partenaire qui va s'en charger. Tu as des questions pour elle? Jason a ensuite plaidé coupable d'homicide au volant en état d'ivresse au 2e degré, mettant en danger la sécurité d'autrui de façon imprudente. Le jeune homme de 19 ans a été condamné à 10 ans de prison, suivi de 10 ans de liberté surveillée, ainsi qu'à 200 heures de travaux d'intérêt général, avec la stipulation que 8 heures par an doivent être effectuées à la date anniversaire de la mort de Megan. Il a également reçu l'ordre de rester sobre et de suivre un traitement. C'était lui, moi, son... Merci beaucoup d'avoir fait cela. Abonnez-vous maintenant pour accéder plus facilement aux dernières actualités de Law and Crime. Et il l'a pointé vers elle, alors elle a essayé de le repousser. C'est à ce moment-là qu'on entend un grand bruit et qu'on voit une petite lumière. Oui, puis elle s'effondre. Et la seconde d'après, elle commence à saigner. D'accord. Je ne voulais vraiment pas que ça se passe comme ça, c'est nul. Je suis vraiment désolée. Tu lui as dit autre chose? Elle t'a répondu? Non, elle a juste crié. Elle a juste crié. Les policiers ne s'occupent pas seulement des délinquants adultes au quotidien. Les mineurs apparaissent aussi sur les radars des forces de l'ordre. Nous allons passer en revue 6 cas où ce sont des enfants qui se sont retrouvés menottés. Nous commençons à Miami, en Floride, où Derek Rosa, âgé de 13 ans, est détenu dans un établissement pour adultes pour avoir prétendument poignardé sa mère plus de 40 fois
Selon la police, Rosa lui-même a appelé le numéro d'urgence 911 le 12 octobre pour signaler qu'il avait tué sa propre mère, Irina Garcia, âgée de 39 ans dans leur appartement. Garcia venait tout juste de donner naissance à la petite sœur de Rosa 14 jours auparavant. Le bébé dormait près du lit de Garcia lorsque Rosa serait entrée dans la pièce et aurait poignardé sa mère. Des photos récemment publiées montrent des images provenant du babyphone dans la chambre. Sur l'une d'elles, Garcia est allongée sur le lit avec le bébé. Sur la photo suivante, Rosa peut être vue debout au-dessus de sa mère. Le bébé n'a pas été blessé et semblait dormir pendant l'agression violente. J'ai besoin de savoir si ta mère respire. Elle a dit, madame. D'accord, qu'est-ce que tu as fait? Il y avait du sang partout sur le sol. Rosa confia à l'opérateur avoir pensé utiliser le pistolet de son beau-père pour se suicider, mais n'avoir pu s'y résoudre. L'élève de 4e dit à l'opérateur avoir envoyé des photos de ses actes à un ami. Oui. J'ai pris des photos et j'en ai parlé à mon ami. Est-ce que c'était mal? Il est horrible à ce sujet. Mon ami. Eh bien, tu nous as envoyé des photos? Mon ami, dont j'ignore le vrai nom, est en ligne en train de détruire la famille des toilettes avec beaucoup de monde. Selon les documents du tribunal, Rosa a pris 2 photos du corps de sa mère ainsi qu'un selfie et les a envoyées à son ami. Rosa est inculpée en tant qu'adulte pour meurtre avec préméditation. Il a plaidé non coupable. Le garçon de 13 ans a comparu mi-décembre devant le tribunal, où le juge a entendu des témoignages pendant 2 jours pour décider si Rosa devait rester en centre de détention pour adultes ou être transférée dans un établissement pour mineurs. Lors d'une audience le 14 décembre, un détective a témoigné sur plusieurs preuves accablantes contre Rosa, dont son entretien avec la police dans les heures qui ont suivi la découverte de l'homicide. En signant cela, tu acceptes de nous faire une déclaration sans la présence d'un avocat. Tu comprends? Oui. Est-ce ce que tu souhaites? Oui, c'est mon souhait. D'accord. Donc, t'es allé te coucher vers 22h? Ouais. D'accord. Et ensuite? Je me suis réveillé et je suis allé à la cuisine. J'ai pris un des couteaux de cuisine, puis je suis allé dans sa chambre et ensuite C'est bon, on peut dire que je l'ai tué. Tu l'as tué? Rosa semble très calme sur la vidéo, mais il pleure au tribunal en s'écoutant. La grand-mère de Rosa était aussi très émue lorsqu'elle a entendu la confession apparente de Rosa et son aveu qu'il avait envisagé le suicide. Où exactement l'as-tu coupé? Au début, je l'ai coupé juste ici. Un arnaque? C'est comme la veine qui passe ici, dans le cou, des 2 côtés. D'accord. Je te poignarde, ton sang gicle. Tu sais comment ça s'appelle? Comme une artère ou quelque chose comme ça. Une artère? Ouais. D'accord. Et tu as visé exprès l'artère quand tu l'as coupé? Exprès. J'ai juste visé le cou, c'est tout. D'accord. Il y avait beaucoup de sang? Une grande flaque de sang couvrait le sol. D'accord. Est-ce que tu lui as dit quelque chose avant de la poignarder? As-tu dit quelque chose? J'ai dit des gros mots en espagnol. Des gros mots en espagnol? Oui. Mais elle ne s'est pas réveillée quand tu... Elle dormait. Elle était endormie quand tu l'as poignardée. Oui, et puis elle s'est réveillée après que je l'ai poignardée. Quels gros mots as-tu dit? Espagnol, oui. Maricona. Maricona. Oui. Et ensuite, elle s'est réveillée? Oui. Tu lui as dit autre chose? Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose ou pas? Non. Elle a juste crié. Elle a juste crié? Oui. À l'issue de 2 jours d'audience, le juge a décidé que Rosa resterait au Metro West Detention Center, le centre de détention pour adultes, jusqu'à son procès pour meurtre. Ensuite, au Nouveau-Mexique, un garçon de 14 ans est accusé d'avoir abattu un autre adolescent et il n'est pas le seul à avoir des ennuis judiciaires. Nous sommes le 28 juillet 2023 à Cuesta, au Nouveau-Mexique, juste au nord de Santa Fe. Selon la police, 4 mineurs se trouvaient dans la maison du suspect en train d'écouter de la musique lorsque soudain, le garçon de 14 ans a sorti une arme et a tiré sur une fille de 13 ans. La famille de la victime l'a identifié comme étant Amber Archuleta. À l'arrivée des premiers intervenants et de la police, c'est le chaos. Les ambulanciers tentent de sauver Archuleta tandis que les policiers cherchent à comprendre ce qui s'est passé. Tu es là? J'en ai pris un peu au démarrage de la voiture. Tu as dit que tu étais complètement crevé. Quoi? C'est juste là, putain, à la fenêtre, un truc comme ça. C'est ça, fais confiance à... La laisser tirer. Elle est en vie? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? She's still has a pulse.
Le frère d'Archuleta était présent lors de la fusillade. Il panique maintenant et supplie les secours de lui dire dans quel état est sa sœur. Je vais devoir te demander, mon frère. Ce que tu fais en ce moment n'aide pas. J'ai besoin que tu ailles t'asseoir là-bas ou que tu nous laisses une seconde, d'accord? Tu n'as pas besoin d'être bouleversé. Je comprends ce que tu dis. Je comprends, mais ce que tu fais en ce moment n'aide pas. Ce n'est pas ce que j'essaye de faire. Ce n'est pas ce que j'essaye de faire. J'essaie de t'aider. Ce que tu fais en ce moment, c'est aider. S'il te plaît, va juste là-bas avec ça. Eh bien, voilà le truc, mec. Les secours sont en route. Tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est de la maintenir en vie pendant que les secours arrivent. Elle a un pouls. C'est bon. Pouvez-vous partir et nous laisser travailler, s'il vous plaît, monsieur? Ça va. Ça va, mon pote. Je comprends que tu sois bouleversé. Je comprends tout à fait. D'accord. On va avoir besoin que tu recules. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Non. Les gars, rester ici ne va pas vous aider. Croyez-moi. Laissez-nous faire notre travail. Je te comprends, mon gars. Nous ferons tout pour l'aider, d'accord? Je te le promets. Au début, on informe les agents que la fille était devant la maison et qu'elle pourrait être victime d'une fusillade depuis une voiture. Ils cherchent des preuves sur la route, mais peu après, Archuleta est déclarée morte et la maison devient une scène de meurtre. D'accord. Alors, on va fermer tout ça, évacuer la scène. Allons chercher du ruban et... Commençons à tout délimiter avec du ruban. Poser du ruban partout. Placer l'unité sur la route. Je veux bloquer tout ce qu'on peut. Après avoir reçu plusieurs versions contradictoires, la vérité commence à émerger. Un témoin indique à la police qu'un groupe d'amis se trouvait chez le jeune Porfirio Brown, 14 ans simplement en train de traîner. Mais il a soudainement sorti une arme et l'a pointée sur le visage d'Archuleta. C'était un 22? Quel genre de revolver? Tu sais juste que c'était un revolver, un pistolet? Oui, on sait que c'était l'un de ses meilleurs hommes. Compris? D'accord. Il la pointe vers elle et elle veut, genre, l'éloigner de son visage, non? Tout à coup, on entend un boom. Je regarde et je vois ses parents dans la foule. Et là, elle commence à saigner. Il lui a tiré au visage avec le pistolet. Où étiez-vous quand il lui a tiré dessus avec le pistolet? Je crois qu'on était dans la cuisine. Vous étiez à l'intérieur de la maison quand c'est arrivé? Oui, et il l'a pointé sur elle. Alors elle a essayé de le bouger. Et c'est là qu'on a entendu un grand bruit et un peu de lumière. Et puis, elle est tombée. Et la seconde d'après, elle s'est mise à saigner. Des témoins diront à la police que l'idée de Brown était de faire croire à une fusillade depuis une voiture. Pendant que la police examine la scène, le père d'Archuleta arrive et apprend la mort de sa fille. Les images de la caméra piéton immortalisent ce moment déchirant. Bonjour, monsieur. Je comprends, monsieur. Avez-vous quelques minutes? Les secours viennent de la déclarer décédée. Oh mon Dieu. Mon gars. Quoi? Parti? Quoi? Elle est partie? Non. Je peux continuer? Je demande à un gars de venir. Je reste ici pour bloquer l'accès. Je vais bien. 404406. Le père vient d'entrer. Il porte des genouillères de menuisier, un t-shirt bleu et une casquette de baseball. Je suis désolé, monsieur. Mike. Mes condoléances. Honnêtement, je vais faire tout mon possible pour comprendre ce qui s'est passé. Je suis désolé. Je ne sais pas comment mon fils m'appelait. Oh mon Dieu, je ne savais pas que je ne pouvais pas le faire. Le père du suspect, William Brown, est aussi présent et tente d'abord de maintenir la version d'une fusillade commise depuis une voiture. Mais la police a déjà déterminé que cela ne s'est pas produit et que le garçon de 14 ans est impliqué. Où l'emmenez-vous? Dans une unité. Laquelle? L'avez-vous ramené à la maison? Pourquoi? C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que c'est assez évident. Eh bien ça, mais quoi? Il n'a rien fait. Je ne pensais pas qu'il n'aimait pas ça. Il communique avec nous, c'est à lui. Ce sera à la fin de « Nous ne partons pas ». Non, pas cassé. Vous ne pouvez pas l'amener à la maison? Enfin, amener l'unité à la maison? C'est une scène de crime, personne ne peut entrer. Donc voilà l'autre problème. Combien de temps cela va-t-il prendre? Aussi longtemps qu'il le faudra. Je ne peux pas répondre car je sais. Mais qu'est-ce que tu es? Combien de temps ça va prendre? Parce que tu sais, nous... Je dois te retenir, d'accord? Nous n'avons pas d'autre endroit où aller à partir d'ici. Mais tu l'apprécies comme une fille morte sur ton porche, n'est-ce pas? Ouais. Je n'ai pas le choix non plus. Donc tu sais où aller, mais moi je n'ai pas le choix. La police emmène alors Porfirio Brown en garde à vue.
je t'aime, d'accord? Ils n'ont rien contre moi, je ne m'inquiète pas. Barb. Ils n'ont rien contre moi, je ne fais rien de mal. D'accord, reste silencieux. On a un avocat, ça ira, mais tu devras boire pour moi, je ne peux pas. Frérot, mes poignets sont en train de se faire entailler. Tu dois te calmer, il faut que tu restes calme maintenant, d'accord? Mes poignets sont en train de se faire entailler. D'accord, Barb, je sais que je ne peux rien faire. Tu es arrêté, je ne peux rien y changer. Au début, les autorités disent que William Brown n'a rien fait de mal, à part avoir été agressif envers la police. Ne te mesure pas à lui. Arrête. Arrête, ce n'est pas ça. J'essaie juste de lui expliquer. Il essaie de cacher des choses. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Tu as une fille morte et tu vas dire « tu quoi ?» Moi, oui. J'ai essayé de coopérer avec la police. Attends. Eh bien, il l'emmène. Il a dit que je pouvais marcher avec vous. Tu dois te calmer, je le suis. Je ne leur parlais même pas. Je lui ai dit de partir, il ne t'a plus dérangé. Mais tu ne peux pas continuer ainsi, sinon je devrais te menotter, ce que je ne veux pas. Tu n'as rien fait de mal. Mais finalement, William Brown est arrêté pour avoir permis à son fils adolescent d'avoir un accès facile aux armes à la maison. Il y a beaucoup d'armes à feu dans cette maison, non? Aucune n'est sécurisée. La plupart sont sécurisées. J'en ai quelques-unes qui ne sont pas rangées. Tu as un fusil, d'accord? Juste là. Mets tes mains derrière le dos. Plus d'une douzaine d'armes à feu ont été trouvées dans la maison, mais la police n'a jamais retrouvé l'arme du crime. William Brown est inculpé selon la loi Benny du Nouveau-Mexique. Elle porte le nom de Benny Hargrove, un collégien d'Albuquerque qui a été abattu par un autre élève. Le tireur aurait utilisé l'arme de son père pour commettre le crime. Brown est accusé de meurtre au second degré et de falsification de preuves. Il a été libéré d'un centre pour mineurs et peut vivre chez ses grands-parents en attendant son procès. Brown peut voir son père sous surveillance, sans parler de l'affaire. En cas de condamnation, l'adolescent risque jusqu'à 18 ans de prison pour adulte. Puis, nous partons à Tulsa, Oklahoma. Il est juste avant minuit, le jeudi 5 janvier 2023, et la police de Tulsa a été appelée pour un signalement inquiétant. Un des premiers agents sur place entre dans un appartement où les ambulanciers soignent un garçon de 9 ans dans le salon. L'agent localise la jeune suspecte et la fait sortir de la maison. Où est ta fille? Ne me regarde pas comme ça. Jolie, descends ici. Où est-ce le couteau? Je ne sais même pas pourquoi elle est là. Jaylin, désolé, je suis désolé. Viens ici, viens ici. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Nous allons juste mettre Icus pour l'instant. La fille de 12 ans, dont l'identité n'est pas révélée en raison de son âge, est inconsolable. Où est le couteau? Je suis désolée, papa. Je ne sais pas quoi faire. Je suis très fière de toi, Émile. Je suis désolée, Lee. Je suis vraiment désolée. Quel âge as-tu? J'ai 12 ans. Où est le couteau? J'ai toujours aimé ça dans ma chambre et je l'ai jeté par la fenêtre. Nous l'avons jeté là où Il l'a jeté par ma fenêtre. Où est le couteau? Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, putain. J'ignorais que c'était arrivé. J'ignorais ce qui s'était passé. Alors que le garçon est emmené à l'hôpital, la police cherche à savoir si d'autres personnes sont dans l'appartement. C'est juste moi. Bonjour, mon frère. Il est en train de mourir. Alors que la fille continue de dire qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle sait très bien qu'elle est dans de sérieux ennuis. Je ne voulais vraiment pas. C'est nul. Je suis tellement désolée. Tu vas probablement aller en prison. Comme si j'allais vivre le reste de ma vie comme ça. Pendant que le suspect est détenu, d'autres agents commencent à fouiller la maison. Qu'est-ce qui pousserait une fille de 12 ans à poignarder quelqu'un? Sa photo est là sur le mur. Cette fille doit vraiment avoir de sérieux problèmes. Il doit forcément y avoir des problèmes. Les agents ont placé la fille devant une voiture de patrouille, les mains menottées dans le dos. Un officier de Tulsa s'est ensuite assis avec elle pour la calmer. De temps en temps, il sortait de la voiture pour téléphoner et la fille se parlait à elle-même. Je le voyais. S'il vous plaît, aidez-moi. Je veux juste me réveiller de ce cauchemar. L'officier essayait de détourner l'attention de la fille de ce qui se passait autour d'elle, en parlant d'école, de sport, de jeux vidéo et des récentes fêtes de Noël. Mais la fillette de 12 ans craquait souvent. Je sais que c'est difficile en ce moment. Je veux juste que tu prennes une grande inspiration, tu sais. J'ai gâché ma vie, j'ai gâché tout mon avenir. Non, personne n'a gâché ta vie. D'accord.
Pendant que la fille était dans la voiture, sa mère parlait avec un autre officier à l'hôpital où son fils subissait une opération. Je ne comprends pas pourquoi ma fille de 12 ans ferait ça. Elle est pourtant si drôle. Je ne peux pas imaginer ce que tu traverses en ce moment. Elle n'a jamais été agressive ou quoi que ce soit. Oui. Ce n'est pas son style. Ils se chamaillent comme frères et sœurs, mais ne se battent jamais vraiment, ni ne vont plus loin. Il était en bas, essayant de dormir. Je ne sais pas pourquoi elle y est allée. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne comprends rien. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai entendu crier. Le pire cri que j'ai jamais entendu. Pensant à un cauchemar, j'ai tenté de le réveiller, mais il y avait du sang partout. Il a dit « Elle me poignarde ». J'ai dit non, et il a commencé à perdre connaissance par moments. Alors, ils m'ont dit de le mettre par terre pour faire des compressions thoraciques. Je ne trouvais pas ma fille, je criais son nom. Elle s'est enfuie après ça car elle avait peur. Ce n'est pas une mauvaise fille, elle ne fait rien de mal. Là, elle a des problèmes, c'était bizarre, oui. La mère révèle que son fils ne dort généralement pas en bas, mais qu'elle l'a autorisé à le faire cette nuit-là. J'aurais dû lui dire non. Il pouvait dormir en bas et j'ai dit oui. Il n'y a rien, ne t'en veux pas, tu n'aurais rien pu changer. Mais normalement, je lui dis non. Non, je n'arrive pas à y croire. Il n'y a rien que tu aurais pu faire différemment. Je veux dire, ne te blâme pas pour tout ça. Je ne l'ai pas protégée. J'ignorais qu'elle ferait ça. Je ne sais pas. Je n'étais pas censée savoir. Mais j'ai l'impression de ne pas l'avoir protégée. C'est chez nous. Il est censé se sentir en sécurité. Vers 2h30 du matin, le garçon de 9 ans est décédé de ses blessures. La suspecte de 12 ans a été emmenée au centre familial de justice pour mineurs du comté de Tulsa pour rencontrer les détectives et retrouver sa mère. En raison de l'âge de la suspecte, police et procureur sont restés très discrets sur l'affaire. Sa mère a déclaré aux médias que sa fille avait eu une sorte d'épisode maniaque qui pourrait être lié à un médicament. On ne sait pas encore quelles accusations, le cas échéant, seront retenues. Ensuite, nous retournons en Floride. Cette fois, c'est à Port-Orange. C'est là que la police a arrêté un enfant de 11 ans pour avoir apparemment envoyé de faux textos au 911. Nous sommes le mercredi 26 juillet 2023. Un opérateur du bureau du shérif a reçu un message vers 9h45 concernant un incident suspect signalé par SMS. Les messages provenaient d'une fille disant que son amie de 14 ans avait été enlevée par quelqu'un dans une camionnette blanche. Elle disait que la personne avait une arme à feu et circulait sur le I-95. Elle a précisé à l'opérateur qu'elle était dans une Jeep bleue, suivant le ravisseur présumé. Le bureau du shérif indique qu'elle a communiqué avec les opérateurs pendant 1h30. Des policiers d'au moins 3 services différents et un hélicoptère du shérif se sont rendus sur les lieux signalés par la jeune fille pour les recherches. N'ayant trouvé ni la camionnette ni de suspect, les forces de l'ordre ont retracé les messages jusqu'au domicile de la jeune fille à Port-Orange. Une vidéo de caméra piéton montre qu'elle est menottée. Reste calme. Tu peux parler à tes parents. On peut t'ouvrir la fenêtre et te laisser leur parler. Il ne va rien t'arriver. Tu comprends ça? D'accord. Le père, présent à la maison lors de l'arrivée des adjoints, a conseillé à sa fille d'en tirer une leçon. Je te le dis tout de suite, tu vas prendre ça comme une leçon à 11 ans. Si tu fais quelque chose de stupide à l'avenir, tu vas apprécier ces menottes. Les adjoints ont ensuite inculpé la fillette de 11 ans pour faux signalement à la police sur l'usage violent d'une arme à feu et usage abusif du 911. Ce sera pour toi l'occasion d'en tirer une leçon. Tu ne vas pas porter ça toute ta vie, d'accord? Elle a dit aux adjoints qu'elle avait eu l'idée de faire une blague au 911 après avoir vu une vidéo sur YouTube, pensant que ce serait amusant. La jeune fille a été conduite au centre de ressources familiales, puis transférée au centre régional de détention pour mineurs à Daytona Beach. Elle a finalement été remise à ses parents et est assignée à résidence. Maintenant, nous restons en Floride, cette fois à Riverview, près de Tampa. C'est là que le jeune Adim Barry, âgé de 14 ans, a été poursuivi comme un adulte pour meurtre. Le 16 août 2023 vers 16h, des adjoints du comté de Hillsborough ont reçu des appels signalant un jeune homme courant dans un lotissement avec une arme de poing. La situation était tendue dès l'arrivée des adjoints. Barry aurait pointé l'arme sur sa tête à plusieurs reprises et menacé de se suicider. Je ne veux pas te faire de mal, mon gars. Je ne veux pas te tirer dessus. Pose-la. Tu ne veux pas que ça se termine comme ça. Tu ne veux pas que ça finisse ainsi, frère. Je te promets. Quoi qu'il se soit passé aujourd'hui, ça peut s'arranger. N'appuie pas sur la gâchette. Pose-le. Les forces de l'ordre ont utilisé un lanceur non létal pour faire tomber l'arme de la main de Barry. L'adjoint du shérif est devenu ému en encourageant l'adolescent à laisser l'arme, par terre. Lève les mains bien haut, continue d'avancer vers moi.
Continue d'avancer vers moi. Continue, Adim. Allez, mon pote, ne recule pas. Reviens par ici. Viens vers moi, mec. Viens vers moi. Mon arme est sortie seulement parce que je ne sais pas ce que tu vas faire. S'il te plaît, ne la ramasse pas à nouveau. Je m'occupe de toi, mon gars. Je te le dis, je m'occupe de toi. Le shérif adjoint promet de ranger son arme une fois que l'adolescent coopérera. Je vais devoir te demander de t'allonger dans l'herbe. Allonge-toi dans l'herbe. Allonge-toi dans l'herbe. Allonge-toi dans l'herbe. Allonge-toi dans l'herbe. Regarde, allonge-toi complètement. Mon arme rejoint son étui. C'est à ce moment-là que l'agent découvre l'âge du garçon. Aide les gens. 14. Sur qui as-tu tiré? Je ne peux pas pour l'aviation. Aviation sur le canal 10. Sur qui as-tu tiré? Allons-y. Il a fallu environ 16 minutes à l'officier pour désamorcer complètement la situation. On pouvait entendre ses collègues des forces de l'ordre appeler les services médicaux d'urgence. Ils ont trouvé le petit ami de la mère de Barry avec 5 blessures par balle. Il a survécu, mais la mère de Barry, Tiffany Harris, a été retrouvée morte dans une allée. Le frère de Barry a dit à la police avoir vu Barry tirer sur leur mère dans la maison, puis il s'est enfui pour se sauver. Barry a été inculpé de meurtre au second degré, de tentative de meurtre au premier degré et d'agression aggravée avec une arme mortelle. Après des évaluations, le tribunal a jugé que Barry n'était actuellement pas apte à être jugé. Il a été confié au Department of Children and Families pour être placé dans un établissement de santé mentale. Barry a ensuite été jugé apte. Il pouvait être jugé. Nous terminons l'épisode d'aujourd'hui à Ovida, en Floride. C'est là que la police a été critiquée pour avoir menotté un garçon de 9 ans dans une école primaire. Cela s'est produit le 2 février 2023. 2 agents d'Ovido ont répondu à des signalements concernant, je cite, un enfant turbulent. Lève-toi pour moi, mon grand. Redresse-toi. Oh. Putain. Jusqu'à ce que tu redescendes. Oh non. Non, c'est un rap. Il peut le faire car il est sur la route. C'est juste pour te calmer un instant. Arrête ça. Laisse-moi sortir de ça. Arrête ça. Redresse-toi. Je le fais dehors. Sur les images de la caméra piéton, l'enfant jette des papiers et des livres tandis que le personnel tente de le calmer, sans plus de succès que les policiers. Ne le fais pas. Ce n'est pas grave. On me le dit souvent. Ça ne me blesse pas. Un policier menotte alors l'enfant, indiquant dans le rapport l'avoir fait par crainte pour la sécurité des personnes présentes. Fais ça pour moi, mon pote. Je ne fais simplement ça. Oh, c'est mignon. Jusqu'à ce que tu redescendes. Il le peut parce qu'il est sur la route. Juste pour te calmer un instant. Selon le rapport de police, les menottes, attachées lâchement, maintenaient les mains de l'enfant à l'intérieur, mais n'ont pas empêché le garçon de 9 ans de crier. Arrête. Alors ris un bon coup. Arrête. Redresse-toi. Je le fais dehors. Détends-toi. Détends-toi. Détends-toi, tout simplement. Ferme-la. Malgré les gros mots répétés, les policiers essaient de calmer l'élève de CM1. Tu jettes des objets et mets tout le monde en danger. Tu as besoin de l'entendre. C'est pas grave, on me le dit souvent. On essaie de comprendre. Contrarié. Arrête. De tirer. Arrête de tirer. Arrête de repousser ma main avec ton pied. Je ne fais pas que ça. Non, je suis tellement vieille, méchante. Détends-toi. Nous pouvons te parler et tu peux aussi. Ferme ta gueule. C'est pour ça que tu n'iras nulle part. Tu sais. Dans tous les cas, frapper un policier t'attirerait de gros ennuis. Estoy. Je te préviens, en vieillissant, il te sera de plus en plus difficile d'éviter ces comportements. Tu t'en sors bien avec l'agent tenant, elle te donne des autocollants, te demande ta journée, et c'est ainsi que tu nous traites. Ouais. Les agents lui disent aussi que son comportement pourrait avoir de graves conséquences. Tu t'en fiches, mais tu peux aller en prison pour des choses comme ça. Et je n'ai pas envie de te voir aller en prison pour des choses comme ça. D'accord? Tu pourrais aussi avoir des ennuis pour avoir frappé le personnel. Putain, c'est vraiment bizarre. Pourquoi agis-tu ainsi? Ce n'est pas sympa. Parce que c'est la prof. Pourquoi? Ils veulent juste t'enseigner des choses. Quelques minutes plus tard, un professeur est vu en train de parler avec l'élève, ce qui semble le calmer.
Un agent enlève alors les menottes. Thanks, bud. Peu après, l'élève a été emmené au bureau du conseiller d'orientation. La famille du garçon a intenté un procès contre la ville d'Oviedo. Ils affirment que les actions de l'agent étaient inutiles et déraisonnables. Le district scolaire n'a pas souhaité commenter le litige en cours. Il est environ 1h30 du matin dans un dortoir de l'Université du Nouveau-Mexique où une chambre vient de devenir une scène de crime après qu'un tireur a tiré plusieurs coups de feu, tuant un garçon de 14 ans et en blessant un autre. Vont-ils simplement l'un chez l'autre à côté? Une seconde, oui c'est ça. Un groupe d'adolescents est filmé par des caméras de surveillance quelques instants avant le drame, lorsque des témoins racontent avoir entendu des coups de feu et des vitres brisées avant qu'une forte présence policière n'arrive sur les lieux. Je vais tenter de revenir. On va prendre un moment pour toi après. Ça va passer à la suite. Il y a un gamin qui revient, mec. C'est 105. La police a déclaré que la fusillade a tué un adolescent. Un jeune de 19 ans souffre d'une blessure par balle et un autre est secoué, mais indemne. Les deux survivants, qui se trouvaient apparemment dans la pièce au moment des faits, ont fui chez l'un de leurs parents où une caméra de sonnette les a filmés quelques minutes avant leur départ précipité à l'hôpital. Nous l'avons ici avec nous. Oui, la balle lui a effleuré la tête. Je vais descendre vers toi, mais je vais devoir faire ça. Mais je vais y aller. Des heures plus tard, la police rattrape leur suspect, qui s'apprête à faire face à une réalité difficile. Je ne... La police identifie le suspect, que l'on voit ici comme étant John Fuentes, âgé de 18 ans, qui a fait l'objet d'une chasse à l'homme après avoir déclaré s'être réfugié chez un membre de sa famille après la fusillade. Ensuite, le tireur présumé est emmené à l'hôpital pour être soigné pour ses propres blessures. Est-ce que je peux avoir ma veste? Quoi de neuf? Non. Pas seulement ça. Un instant, d'accord. Je vais d'abord parler à l'agent et ensuite on parlera... Donc, quand nous l'avons rejoint, il avait des coupures au poignet. Il était impliqué dans la fusillade à l'UNM. D'accord. Donc, oui, il a des coupures profondes. On pense que c'est parce qu'il a brisé des fenêtres avec ses poings. C'est ainsi qu'il s'est coupé les bras. On l'a amené ici parce que, oui, les ambulanciers ont dit de l'examiner. Mais j'ai vu qu'il respirait encore quand il était dans la cellule de détention. Tu sais. Alors je veux m'assurer que tout est propre et prêt à l'emploi. Après avoir quitté l'hôpital, John est emmené au commissariat pour y être enregistré avant l'arrivée des détectives pour l'interroger. Je vais passer les couvillons à l'intérieur de la joue. La prochaine fois, faisons-le dans l'autre sens. À titre d'information, nous avons un mandat de perquisition pour l'ADN et les photos. Cool, d'accord. C'est comme ça que ça se passe, mec. Merci, mon pote. Comment tu vas, mec? Ça va, et toi? Ouais. Je suis enquêteur pour la police d'État du Nouveau-Mexique. McCulloch, de la police d'État. Votre nom est John Fuentes, c'est bien ça? Oui, d'accord. Nous sommes simplement ici pour discuter avec vous de... Ce qui s'est passé, juste pour avoir votre version, d'accord. Nous ne souhaitons pas que d'autres parlent pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené à l'UNM? D'habitude, je sors juste dehors et on traîne ensemble, on regarde un film, ou pas forcément un film, mais on joue à la PlayStation ou autre.
Et on fume de la marijuana, de la nicotine, comme tout le monde le fait. Et puis je me souviens qu'il voulait que je vienne parce que ça allait être son dernier semestre ou ses derniers jours. Et il me dit, on prend quoi déjà? Des buvards d'acide, et puis je sais pas. Je continuais à lui dire non, non, non. Il voulait le prendre avec de la cocaïne. Et je me souviens que je m'arrête et il avait son arme avec lui. Et puis je me souviens... Et passé mon pote, plus de cocaïne pour qu'on puisse essayer. Et à l'époque, je me souviens que j'en ai pris comme... Moi, et j'en ai pris comme un truc de... Comment ça s'appelle? De l'acide. Et puis je me souviens de la pression des autres. Prends-en une autre, prends-en une autre, prends-en une autre. Et je me souviens qu'à un moment, j'étais juste... Je ne pouvais même plus réfléchir. Je me souviens juste avoir perdu connaissance. Puis... J'étais en panique, je me souviens juste que je me réveille et je suis sur le toit d'un immeuble. J'appelle mon frère. Je lui dis « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et il me demande « T'es où ?» Je bégaye, je n'arrive pas à parler. Je n'aime pas perdre la tête. Tu as entendu ça, n'est-ce pas? John dit qu'il a perdu connaissance après une nuit de forte consommation de drogue et d'alcool avant de continuer à raconter son scénario cauchemardesque. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je suis allé sur le parking chercher de l'aide et j'y ai trouvé des gens. J'ai dit « Eh, vous pouvez m'aider ?» J'ai dit « Tenez, je me fiche du pistolet. » J'ai dit « Tenez ». Je l'ai jeté par terre. J'ai dit « Aidez-moi, je saigne, je ne sais pas ce qui se passe. » Et puis ils sont juste partis en voiture, ils étaient là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je ne leur en veux pas. Mais oui, je me souviens juste. Encore et encore et encore. Oui. Feu, rock sur l'horloge. Et puis je me souviens d'avoir complètement perdu connaissance. Et ensuite je me souviens quand j'étais sur le toit. Je me souviens juste que j'avais un Glock 19 sur moi et j'étais juste ailleurs. Je ne pouvais même pas. Je ne savais même pas où j'étais. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à appeler. Je ne savais même pas où j'étais. Je me souviens que je n'arrêtais pas d'appeler mon père. Je lui disais « Oh, je crois que j'ai été drogué » ou quelque chose comme ça. Je lui ai dit « Je suis sur un toit à l'UNM ». J'ai dit « Je crois que je viens de tirer sur 2 personnes ». Je ne sais pas, je perds la tête. Je me souviens que je courais vers l'UNM. Je crois me souvenir qu'il y avait juste plein de flics de l'UNM dehors. Je courais encore et je me souviens avoir fait ça. J'étais là genre... Comment, mec, je saigne, je sais pas ce qui se passe. Je peux pas contrôler. Et puis je me souviens juste d'avoir vu. Je savais même pas que c'était juste le camion de mon oncle là. Je savais même pas si c'était lui. Et Dieu merci, tu m'as sauvé. Il était juste là, genre, ouais, montre, qu'est-ce qui se passe? Il pensait que je m'étais fait avoir. Et parce que je lui ai dit à ce moment-là, j'ai dit, oh, je sais pas, je crois qu'il y a un truc dans la cocaïne. Ou je sais pas. Parce que lui, ce dont je me souviens juste. Verre qui se brise. Je me souviens et je courais à fond, complètement essoufflé en disant... Genre, ouais, je sais pas pourquoi je ne... John dit aux enquêteurs qu'il se souvient avoir couru et tenu une arme avant d'être pris en charge et éloigné de la scène. Mais ensuite, les enquêteurs veulent savoir comment il a appris l'issue de l'attaque. Et puis je me souviens que ma mère est allée, genre, jeter un œil sur la scène. Et ensuite, elle me dit que tous les médias étaient là et qu'elle a regardé les informations. Et l'un est blessé et l'autre est décédé. Et c'est là que j'ai commencé à perdre la tête. J'étais là, genre... Je n'en revenais pas de mon acte. Tout comme Ramble Jump jaune. Et puis, comme je m'en souviens, j'ai regardé mon pantalon et j'avais un 19. Et c'est à ce moment-là que je suis allé sur le parking près de ma voiture. Et j'étais littéralement en train de chercher n'importe quel flic que je pouvais trouver pour m'aider. Genre, m'aider. Et donc, quand je suis tombé sur ces gens, j'ai dit « Aidez-moi, aidez-moi ». Et là, ils ont dit « J'ai sorti le Glock, je l'ai jeté. Les 2 autres l'ont jeté devant moi. » J'ai dit « S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi ».
Et puis ils sont partis en voiture. Ouais, mais c'est littéralement tout ce dont je me souviens et je me souviens avoir regardé autour, me demandant ce qui se passait et ce que j'avais pris. Je répétais à mon père que je pensais avoir été drogué, ignorant que c'était si fort. UNM, toi et eux sortez, je ne sais même pas. J'étais là, je ne sais même pas. Et puis j'ai un éthylotest anti-démarrage. Et en plus, on buvait aussi. Donc je me disais, je ne pouvais même pas conduire. Je ne sais pas où. Où aller, quoi faire? Je devenais fou. J'avais vraiment l'impression que ça me grillait le cerveau. Et je ne me souvenais même plus. Genre, c'était probablement la pire expérience que j'ai jamais eue. Ça a l'air dur. Et puis à un moment donné, j'ai complètement perdu le Glock. J'ai littéralement genre eu un trou noir. Je ne sais pas du tout ce qui se passait, mais ouais, je ne me souviens plus du tout où est passé tout mon matos. Je me souviens avoir couru vers mon oncle en étant juste en sous-vêtements et il m'a dit « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je lui ai dit « Je crois que j'ai été drogué ou un truc comme ça. » J'ai complètement décroché. Je ne sais pas du tout ce que ce type avait mis là-dedans. Et puis, ouais, je ne sais même pas. C'est à ce moment-là. C'est ça qui me dérange vraiment. Je ne pouvais même pas. J'ai littéralement juste... Ah, c'était vraiment la pire chose qui me soit arrivée. Alors que John poursuit son récit, les détectives constatent une omission majeure et enquêtent pour découvrir ce qui s'est vraiment passé dans la chambre du dortoir. Je voudrais revenir sur les moments où vous traîniez ensemble. Avez-vous commencé à prendre de la cocaïne et de l'acide immédiatement ou traîniez-vous simplement? Oui, parce qu'il était déjà tard. Et puis, il devait travailler le matin. Alors, je me suis dit, bon, on peut traîner maintenant et en finir maintenant, puisqu'il avait du travail. L'autre. Et puis, qu'est-ce que c'est? Je lui ai dit que je ne voulais pas être complètement à l'ouest à chaque fois que je dois partir, bordel. L'un des membres de ma famille allait apporter, genre à la personne qui fait les coupons, elle allait apporter toutes sortes de vêtements, de savon et d'huile. Elle nous a juste aidés. Et je me souviens que je lui ai dit, est-ce que je préférerais juste le faire le jour même ou n'importe quand? Donc la nuit où on le fait, je n'ai pas envie d'aller traîner avec ma famille le matin, tu vois ce que je veux dire, le lendemain matin. Alors je lui ai dit que je le ferais juste maintenant. On y va maintenant. Il avait juste du travail le matin, il était genre, ouais, vous êtes arrivé là-bas, et puis vous avez commencé à prendre de la cocaïne et de l'acide. Ouais, je veux dire, lui, il a pris genre un buvard et demi. Et puis, je me souviens qu'après ça, il a juste dit, faisons une ligne de zoo, faisons une ligne. Ce mec a pris des bumps de zoo. C'était dans sa chambre ou dans une des voitures. J'étais dans sa chambre d'étudiant. Ok, à un certain moment. Est-ce que les gens commençaient à se prendre la tête ou est-ce que quelqu'un est devenu pénible ou a commencé une bagarre ou quoi? De quoi tu te souviens là-dedans, mec? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, on a entendu certaines choses de la part d'autres personnes, mais on veut vraiment entendre ta version. C'était un peu comme du fer. Je me souviens juste que tout allait très vite. On aurait pu être en train de se disputer, hein. Je ne me souviens pas vraiment, je ne me rappelle de rien, mais je me souviens juste. Je me souviens un peu de moi en train de tenir son pistolet, en le regardant, sous acide. Comme si on était tous en train de triper dessus, et puis juste... Je me souviens, je ne me rappelle même pas ce qui s'est passé, je me souviens juste que c'était comme dans un film, et c'est à ce moment-là. Je courais partout comme un fou. Je courais sur le campus en essayant de comprendre. Tu te souviens comment tu es parti? Ils ont quitté la pièce. Qui que ce soit qui soit parti. Je ne me rappelle pas pourquoi tu pensais avoir tiré sur 2 personnes. Parce que j'étais couvert de sang. Et je me souviens du Glock, avant que je le manipule, je me souviens que j'avais des balles. Et puis je me souviens que j'ai retiré le chargeur et qu'il était vide. Et j'étais là, juste en train de saigner et... Je croyais de m'être tiré dessus à cause de cette foutue détente. Donc, je me souviens, et j'avais les oreilles qui bourdonnaient, donc je savais vraiment qu'il se passait quelque chose. Je sais pas, mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Parce que je me souviens juste, je ne sais même pas si c'était moi qui ai tiré ou eux, mais je me souviens juste des bruits forts, de courir.
Et je me souviens que je me suis allongé sous un buisson et que j'ai vérifié le chargeur, il était vide. Et j'étais là genre, oh mec, si je pensais que quelqu'un allait me tuer, j'étais comme ça. C'est à ce moment-là que je pense qu'ils sont en train de grimper sur le toit. Et je me souviens que j'étais littéralement en train de devenir fou. J'étais comme ça. Je frappais aux fenêtres en criant « Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi !» Et puis je devenais de plus en plus paranoïaque. J'avais l'impression que si je frappais à une fenêtre, quelqu'un allait me tirer dessus ou quelque chose comme ça. C'est à ce moment-là que je me suis dit « Oh, je perds la tête. » C'est à ce moment-là que je me suis simplement dit « J'ai juste enlevé mon pantalon. » Non, je me souviens que j'ai sauté dans l'eau en tombant là-bas comme une ficelle ou je ne sais pas ce que c'était. Et je me souviens que je lavais mes coupures, je buvais de l'eau et j'étais trempé. J'avais froid. C'est à ce moment-là que j'étais sur le toit et puis je me souviens que j'ai enlevé mes chaussettes. Je les ai jetées parce qu'elles étaient trempées, elles devenaient toutes boueuses et j'ai enlevé mon pantalon. Je l'ai jeté aussi. Et puis j'ai commencé à courir à toute vitesse. Je me souviens qu'une fois que je suis parti, je me suis dit « il me faut de l'aide », alors j'ai commencé à sprinter de toutes mes forces. C'est à ce moment-là que je me disais « s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, est-ce que tu es avec lui ?» Et je sors et je me dis « s'il te plaît, préviens quelqu'un ». Et je me souviens que je me suis vu. Il a vu les policiers ou les voitures? J'ai seulement vu des voitures de police. Je m'attendais à avoir la police, alors je n'ai pas aidé. Je ne savais pas ce qui se passait et je pensais que quelqu'un allait me tuer. Et c'est là que j'ai juste couru. C'était comme un timing parfait. C'était genre quoi? Mais je ne sais pas. C'était juste comme ça. C'est arrivé tellement vite. Elle est folle. Ah, je ne sais pas. C'était le jour le plus dingue de ma vie. Maintenant, les détectives demandent de nouveau à John s'il y a eu une altercation dans la chambre du dortoir avant de révéler qui a été tué lors de l'incident. Nous regardions, je ne sais pas, c'est difficile à dire. Nous aurions pu être en train de nous disputer. C'est pourquoi j'étais presque en mode « tu pourrais demander ». What is it? Son petit frère ou quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas, on aurait pu l'être. Je me souviens juste que tout était noir, tu sais. Je ne me souviens même pas d'avoir couru à toute vitesse. Comment est son petit frère? Il t'a parlé ou il est comment? Je ne sais pas. Je ne pense pas que son petit frère prenne de la coke. C'est ça le truc. Mais, ou je crois qu'il en a pris un peu. Ah, je ne sais pas. Est-ce qu'il aimait les armes autant que toi? Je veux dire, tout le monde l'était, ou pas lui. Pratiquement tout le monde l'était. Tu ne te souviens vraiment pas, genre, d'avoir tiré avec une arme à feu à un moment ou à un autre? J'aurais pu, mais je ne suis pas sûr à 100%. C'est pour ça que je ne peux pas dire. Mais je suis presque sûr de l'avoir fait, parce que je veux dire, qui d'autre l'aurait fait? Ils ont littéralement dit aux infos qu'il y avait un blessé et un décédé. Donc je suis presque sûr de l'avoir fait. Je ne me souviens juste pas de ce que... Tu sais qui est blessé ou mort? Non, je ne sais pas. Eh bien, je suppose, je suis presque sûr qu'il est décédé. Presque sûr. Pourquoi penses-tu que c'est eux et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi l'un est-il mort et l'autre seulement blessé? Car son frère n'était pas vraiment sur la trajectoire. Son frère était juste un peu à l'écart. Mais... ils le sont tous les deux. Je veux dire, à chaque fois qu'on traîne ensemble, ils sont juste là. Et je ne pense pas que j'aurais tiré sur son petit frère. Son petit frère est toujours à l'écart. Il n'est pas vraiment là. C'est plutôt un personnage secondaire. Qu'est-ce que tu en penses? Horrible. Je me souviens que je devenais littéralement fou dans ma chambre, en train de pleurer. Et... je ne savais pas quoi faire parce que mon cerveau était encore sous acide. Je me disais, je ne peux pas y aller maintenant. Je ne peux pas me rendre. Je me disais, il faut que j'attende qu'il soit sobre ou quelque chose comme ça. Je me disais, J'étais littéralement en train de devenir fou dans cette chambre. Je me disais que je ne pouvais pas supporter ça. C'est à ce moment-là. Ma copine m'a dit, je vais juste passer un dernier moment avec toi, te trouver quelque chose à manger.
essayer de te détendre, essayer de te remettre les idées en place. Ensuite, on te remettra aux autorités. À un moment donné, je lui ai dit, je vais devoir le faire. J'ai dit, soit si je ne me rends pas, ils vont me retrouver. J'ai dit, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils vont débarquer. Alors, tu veux qu'on te dise qui a été blessé? Oui. Je demande. Tu veux savoir? Ouais. Alors, le petit frère, il a 14 ans et il est mort. Quoi? Et ensuite? Il est blessé, mais pas gravement. Quoi? J'ai dû bloquer. Qu'est-ce que... Je suis désolé. Les dossiers en ligne indiquent que John est accusé de meurtre au second degré, de coups et blessures aggravées, d'agression aggravée et d'altération de preuves. 2 autres adolescents seraient également poursuivis en lien avec l'incident mortel, y compris Zion Miera et Daniel Archileta, tous 2 âgés de 19 ans, qui sont accusés d'altération de preuves, de possession de drogue et de contribution à la délinquance d'un mineur. Aux dernières nouvelles, les 3 ont plaidé non coupables aux accusations portées contre eux. John devrait revenir au tribunal cet hiver. Il est juste après minuit, dans le comté de Brevard, en Floride, où la police intervient dans une maison après qu'un adolescent a appelé le 911 pour signaler un cambriolage en cours. Nous sommes 10-12. Allez. D'accord. Du sang par terre. Kissler. Hein? S'il vous plaît, aidez-moi. Quoi? Ça va? Vous saignez? Qui saigne? La police identifie la plante, qui deviendra bientôt suspecte, comme Julia Egler, âgée de 16 ans, résidente de la maison, que l'adolescente aurait dit à la police avoir été cambriolée par un intrus. Sors dehors, sors dehors, sors dehors. Que se passe-t-il? Pourquoi cette porte est-elle cassée? Quelqu'un est entré. Un secouriste est présent. Du sang est au sol. Qui saigne? Où est ta mère? Dis-lui, j'ai compris. Quelqu'un dit bonjour, Roy. Assieds-toi juste ici, d'accord? Oui. Tu as bien les chevaux? D'accord. À l'intérieur, la police trouve une porte-fenêtre brisée et les corps de la mère de Julia, Kelly McCollum, 38 ans, et de Matthew Shanerock, 22 ans, le petit ami de Kelly. La police a indiqué que les 2 victimes présentaient plusieurs blessures par balle. Mais lors de l'appel au 911 qui aurait duré plus de 9 minutes selon les autorités, Julia n'aurait à aucun moment mentionné la présence de Kelly ou de Matthew dans la maison. Les enquêteurs ont rapidement conclu qu'il s'agissait d'un double homicide et ont commencé à interroger leur seul témoin. Oui. Asseyez-vous juste ici. Tu as tout, n'est-ce pas? D'accord. D'accord. Je ne sais pas, enfin physiquement, je suppose. C'est tellement bizarre. Burke. C'était 2, mais ça... Hein? A juste attrapé mon putain de vélo. Attrape juste le téléphone à temps. D'accord. Avec qui tu vis ici, ma chérie? Ta maman, ça va? Tu es blessée quelque part? D'accord. Qui d'autre vit ici? Juste ta mère? Son petit ami était souvent là. Son petit ami, comment il s'appelle? Oh. Matthew. Matthew. Y a-t-il des disputes ou quelque chose qui les relie? Entre eux? Entre la porte de ma mère. Moi. J'aurais dû lui dire que je... Aimais. Elle.
J'aurais dû lui dire que je l'aimais. J'aurais dû lui dire. Et ça va. N'oublie pas de... Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolée. C'est... Moi. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Ce n'est pas très juste. De faire ça. Je m'excuse d'avoir des sentiments. Ensuite, un détective arrive sur les lieux et Julia est déplacée vers l'allée, où un interrogatoire plus approfondi commence. Non, non. D'accord. La prochaine fois, nous ferons. Qu'est-ce qui a commencé? Et là, je me dis, je te déteste, mais je t'aime tellement quand même. Mathieu est sorti quand on a appelé son nom. Bonjour, je ne pense pas que c'était le cas. Tu sais... Je savais que c'était le cas. Ce n'est pas quand ils étaient ici, non. Porte coulissante à gauche, arrière. Tours. Où était ta maman? Elle et son petit ami étaient sortis faire des achats. C'était il y a quelques minutes. Non. Non, c'était il y a des heures, il y a quelques heures. D'accord. Alors, did you call your mom and tell her? Tu m'appelles ce truc. En train de parler de comment ils ont couru dans la pièce, et lui, je veux dire, bien sûr. Je suis ton bouton. C'est coincé. Il a fracassé la porte de derrière. Je ne pense pas qu'il le savait. C'était beaucoup. C'est pour ça que j'étais si attentive à ma chambre. Parce qu'il pouvait juste ouvrir la porte et entrer. D'accord, donc ce type a fracassé la fenêtre arrière pendant que tu étais à l'intérieur. Et est-ce qu'ils ont appelé chez moi? Et là, je me dis... Je ne pouvais rien faire. Alors tu devrais rester ici. J'avais tellement peur, je ne pouvais pas. Allez, monte là-haut. Julia raconte à un détective qu'un homme inconnu avait brisé une porte-fenêtre coulissante, visible ici à l'arrière de la maison, pendant que sa mère était sortie avec Mathieu avant de dire qu'elle s'était réfugiée dans sa chambre avec les chiens de la famille. Qu'est-ce qui n'allait pas? C'était tellement calme. Silence. Je suis pressée. Qu'est-ce qui faisait du bruit? Je le dis à la femme, j'ai entendu des coups de feu. Maintenant, Julia décrit avoir entendu ce qu'elle pensait être des coups de feu, avant de dire aux enquêteurs qu'elle s'est terrée dans sa chambre pendant des heures avant de finalement en sortir. Hein? Vous savez ce que j'ai entendu, les gars? Je le savais. Je savais que c'était quelqu'un qui était mort. Je le sens. Ça a l'air stupide, mais je... S'il te plaît, dis-le-leur. Elles le savent toutes les deux. J'espère vraiment les deux. Donc tu dis que ta mère et lui n'étaient pas à la maison quand cette personne est entrée par effraction. As-tu entendu ta mère et son petit ami rentrer à la maison? Je pense qu'on a été tellement nerveuses. Je veux juste vérifier ce que c'est. C'était juste tellement fou. Je ne pouvais tout simplement plus supporter ça. Je n'en pouvais plus. D'accord. Il était blanc, noir? Écoutez, je ne sais pas, mais si je devais deviner, je dirais qu'il était peut-être noir. Julia décrit le suspect présumé au détective, mais des questions supplémentaires laissent rapidement les enquêteurs méfiants envers l'adolescente. Continuons. Y a-t-il des armes à feu dans la maison? Où est-elle passée? Oh, Comment sais-tu qu'elle n'est plus là? je ne sais pas. Donc, la personne qui est entrée par effraction est venue et a emmené le gars. Oui, je veux dire, je ne l'ai pas vu se produire, mais c'est évident. Je veux dire... Je ne sais pas, oui. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Oh, c'est une vieille cicatrice. Une vieille cicatrice. Comment tu t'es fait ça? Oh, je crois qu'un jour... Je rentrais à la maison, soit après une promenade, soit en allant quelque part, et j'ai cassé la fenêtre pour entrer parce que la porte était fermée à clé et maman avait froid. Oh, d'accord.
Vous êtes en train de discuter. Tu as dit qu'il faisait jour quand quelqu'un a tenté d'entrer par effraction dans la maison. Mais ces matchs sont prévus à 21h15. Oh. Peut-être que c'est trop pour moi, je ne fais pas mieux. As-tu vérifié son pouls ou un signe vital? Je ne l'ai pas touché, donc... Je pouvais l'entendre respirer. Il y avait une grande flaque de sang, alors je nous ai juste dit. Alors, qu'est-ce que tu as fait? C'est ce que tu as fait aussi avec Mathieu? Je suppose qu'ils voulaient tous le ramener chez eux pour la voir. Des petites choses, je suppose. Ouais, je ne voulais pas savoir ce qu'elle ressentirait si je faisais quelque chose de pire. Tu m'as dit tout à l'heure que la vitre avait été brisée. Comment tu savais ça? Comment sais-tu qu'elle a été utilisée? J'ai vu ça quand je suis sortie là-bas. J'ai vu que ce truc avait été déplacé par rapport au mur d'origine. Alors j'ai supposé que la caméra n'était plus à sa place d'origine parce qu'elle était appuyée contre la maison. Et tu sais, elle n'était plus au même endroit. Donc c'est juste moi qui suppose que c'est ce qu'il voulait dire. Pour tout ce que j'en sais, il aurait pu l'enfoncer à coups de pied. Je ne sais pas. Julia fait plusieurs suppositions sur la scène avant que le détective ne lui demande si elle a une idée de qui aurait pu faire ça. Ma mère a dit ça. Rappelle-toi, je t'ai dit que son petit ami habitait là-bas et que c'est lui qui vit là-bas. Donc, c'est les affaires de Mathieu, hein? Oui. Ma mère m'a dit une fois qu'ils étaient vraiment dans la drogue et tout ça. Je ne sais pas si c'était quelqu'un qui leur en voulait et qui s'en est pris à eux ou si c'est parce que ils ne semblaient pas vraiment être du genre à... C'est juste moi qui réfléchis, mais ils ne semblaient pas vraiment vouloir s'en prendre à moi en particulier. C'était comme... Parce que si tu y réfléchis, si... Je sais qu'il y avait des chiens et tout qui aboyaient, et tu ne veux pas entrer dans une pièce où il y a un pitbull, c'est évidemment une chose stupide à faire. Ou genre, tu sais, quand tu penses, un pitbull, tu ne sais pas, on ne sait pas si c'est... Tu sais, les pitbulls, leur réputation, peu importe. Mais... Je ne sais pas. Je réfléchis vraiment, je me prends la tête là-dessus. Que je ne sais vraiment pas. C'est juste... de la spéculation, je suppose. Ensuite, la détective entre à l'intérieur et jette un œil sur la scène du crime avant de partager son point de vue avec un agent. Je ne sais pas. Poser une question? Non. Quelqu'un d'autre ici a quelque chose. Ne me demandez pas à ce sujet. Je suis presque sûre qu'elle... Je ne le vois pas. Tu l'as fouillé, hein? Je veux poser une question à ce sujet. Prends-la alors. Elle a dit que tu aimais cette photo. Elle va y retourner pour y rester et... va reparler du passé avec Julia. Un officier s'assoit avec l'adolescent en attendant le transport vers le commissariat. C'est comme un mauvais rêve dont je n'arrive pas à me réveiller. Je n'arrive même pas à imaginer, je suis désolée. Je me réveille demain matin, ma mère doit me dire « Bonjour ma chérie, laisse-toi dormir ». Je suis désolée, je ressens beaucoup de choses. Ce n'était pas vraiment une chose à faire dans un garage, mais au contraire, ça l'était. Qu'est-ce qu'il fout ? Ça a du sens pour toi que ce soit... Donc c'est... Pourquoi je dis quelque chose comme ça, bien sûr. Ça a du sens pour moi. Comment préfères-tu qu'on t'appelle alors ? Elle a dit que si tu étais né garçon, comme tu peux le voir... Tu as compris ? Julia révèle à l'officier qu'elle est transgenre et qu'elle utilise parfois le prénom Jasper, un prénom que la suspecte dit venir de sa mère. Garde ça en tête pour plus tard.
Pourquoi irais-tu en prison? Tu ne peux pas me mettre dans les cellules. Voyons ce qui se passe. Ensuite, Julia est transportée au commissariat de police où elle s'assoit avec les agents en attendant l'arrivée du détective. Waouh, quelle nuit mouvementée. C'est difficile d'être un peu comme... D'en prendre encore plus sur soi. Pourquoi tu t'excuses? Je ne sais pas, ça m'arrive souvent, je suppose. Je n'ai juste pas eu la Jillian. Oui. Oh non, attends. Est-ce que tu as frappé la dame là-bas, mais là, tout à l'heure? C'est là que je demandais quand j'ai été percuté par une voiture. Tu t'es excusé, alors j'ai cru comprendre. Oh, désolé, c'est moi qui l'ai fait. Tu entends Honda dire? J'ai cru entendre Honda dire. Oui, ma mère et moi venons de dire que ça a touché une vieille dame. Puis il ne s'est même pas arrêté pour vérifier si elle allait bien. Si, j'ai vérifié qu'elle allait bien. Attends. C'était toi. Oui, c'est moi le problème ici. Des heures passent avant que Julia ne reçoive de nouveaux vêtements et soit installée dans une salle d'interrogatoire où les détectives veulent en savoir plus sur la dispute entre Julia et sa mère, celle qu'elle a mentionnée plus tôt. Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce qu'elle fait qui n'est pas juste envers toi? Eh bien, elle et moi, on se disputait beaucoup à propos de certaines choses, surtout à propos du fait que je sois trans. Donc elle disait, par exemple, « D'accord. Tu n'es pas un vrai garçon » et blablabla, tu sais, tout le discours transphobe habituel. Mais elle n'approuve pas ton mode de vie, elle n'approuve pas ça. Tu dirais elle essayait un peu de faire un compromis avec moi, mais ça ne marchait pas vraiment très bien. Tout le temps, elle essayait de m'appeler enfant au lieu de... parce que c'est plus neutre, au lieu de vraiment faire un compromis, je suppose. D'accord. Est-ce qu'elle se trompe de genre en parlant de toi? Oui. Donc, quand vous vous disputez, est-ce qu'elle utilise intentionnellement le pronom « elle » pour parler de toi? Ou elle n'utilise pas les bons pronoms, ou elle ne t'appelle pas Jasper et t'appelle Julia à la place? Julia dit au détective que Kelly ne soutenait pas son mode de vie et que cela a provoqué de nombreuses disputes. Ensuite, les détectives interrogent la suspecte sur sa relation avec Matthew, qui avait 16 ans de moins que Kelly, selon un rapport de police. Il n'est que légèrement plus âgé que toi, non? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, je n'ai pas aimé. Je veux dire, je ne soutiens pas vraiment leur relation, c'est ça le truc. Donc je pense que c'est la seule sorte de tension qu'il y avait entre nous, parce que c'était toujours un peu gênant quand il n'y avait que lui et moi dans la maison, parce qu'on ne se parlait pas. Parce que c'est un peu comme, je ne voulais même pas vraiment qu'il soit là. C'était assez évident parce que je ne soutenais pas du tout la relation. Maintenant, les enquêteurs abordent un autre point de discorde dans la famille. Julia n'approuvait pas la relation de sa mère avec le jeune homme de 22 ans. Peu après, les enquêteurs poursuivent l'interrogatoire de Julia sur sa version des faits. Donc ils partent vers 7 heures. Et que fais-tu dans la maison? Je suis juste sur le canapé, j'essaie de me détendre avec ma Switch. À quel jeu tu joues? Je crois que j'avais Minecraft ou Five Nights at Freddy's dessus. Minecraft ou alors Five Nights at Freddy's, un truc comme ça. Tu peux répéter? Five Nights at Freddy's. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'horreur. Comme Freddy Krueger? C'est comme un jeu d'horreur. Tu as déjà joué à Dead by Daylight? C'est à ça que ça me fait penser. C'est un peu la même chose. Tu essaies d'échapper à un tueur. Freddy Krueger en fait partie. Je l'entends marcher autour et tout ça, et puis... Donc tu dis « lui ». Tu sais à quoi ressemble ce gars? Le suspect ressemble à un homme? Je ne sais pas, je suppose juste, d'accord. Est-ce que tu pourrais dire s'il est blanc ou noir? Si je devais deviner, peut-être noir. D'accord. Par exemple, est-ce que son visage était couvert par un masque? Ou bien était-il... Je crois qu'il avait genre une sorte de capuche. Elle était relevée et un peu... Julia affirme de nouveau avoir été enfermée dans sa chambre pendant qu'un intrus commettait un double meurtre. Mais très vite, les détectives révèlent qu'ils en savent plus qu'ils ne le laissent paraître. Je pense que c'est difficile pour toi. D'accord. Pour être honnête, nous ne pensons pas que cela se soit passé ainsi. D'accord. Très bien, nous avons examiné cette scène de crime et il y a des éléments dans cette scène de crime. Ça ne correspond pas à ce que tu dis, d'accord? Parce que je ne crois pas à l'histoire de quelqu'un qui serait entré dans la maison. D'accord.
Il y a des preuves qui montrent que nous avons regardé ta caméra de surveillance. D'accord, on ne voit personne passer par cette porte arrière. D'accord, nous avons regardé la caméra de ta savannah. Nous voyons tes parents rentrer par la porte d'entrée. D'accord. Nous voyons des traces de pas ensanglantés dans la salle à manger, devant la porte-fenêtre coulissante arrière, sous la vitre. Ce sang devrait être sur la vitre. Dites-nous ce qui s'est passé. Je te parle franchement. D'accord. Est-ce que c'est toi qui as blessé aujourd'hui ta mère et Mathieu? Et si tu l'as fait, y avait-il une raison pour laquelle tu devais le faire? Partons du moment où ils rentrent à la maison. Quand ils sont entrés, raconte-moi ce qui s'est passé. Théoriquement, admettons, comme tu le dis, que ce soit moi, d'accord? Quoi? Jonathan, nous allons être honnêtes avec toi, ce n'est plus vraiment théorique à ce stade. Tout ce qu'il vient de te dire nous montre qu'il s'est passé quelque chose que tu ne nous dis pas, n'est-ce pas? Donc, tu es en train de dire que je suis la coupable. Nous ne disons pas cela, mais les caméras de surveillance prouvent qu'elles entrent dans la maison. Personne n'apparaît dans le jardin, ni en train de forcer l'entrée de la maison. C'est à cause de l'angle de la caméra. À 100%, mais on verrait forcément quelqu'un sauter la clôture, contourner la clôture, peu importe. Et tu le sais, tu sais que la caméra est orientée d'une certaine façon. Tu sais que tu peux sortir par cette porte-fenêtre coulissante sans être détecté. Ouais, et c'est un point intéressant que tu viens de soulever. C'est pour ça qu'on sait, surtout qu'on a vu beaucoup de scènes de crime. Tu dis qu'il y a un angle mort entre les deux caméras et la façon dont ils sont positionnés le rend évident. Ouais. Mais quelqu'un devrait le savoir. Quelqu'un devrait savoir qu'il y a un angle mort à cet endroit-là. Quelqu'un qui n'est pas un inconnu, qui ne vient pas par hasard à ta porte de derrière et ne la force pas sans que tu le saches. Cette personne aurait dû savoir comment la caméra était installée uniquement en la regardant depuis une application, n'est-ce pas? Tu ne peux pas vraiment savoir. Est-ce que tu la vois depuis l'extérieur de la maison? Tu ne peux pas voir la portée exacte. Il y a des objectifs grand angle. Tu ignores ce qu'il fait, mais tu le sais. Tu viens de le souligner. Donc la seule chose qui a du sens dans ce cas, c'est que si cette personne au hasard dont tu parles est arrivée par l'arrière, il aurait fallu savoir qu'il y avait de quoi briser la porte-fenêtre. Ils auraient dû entrer dans la maison et savoir qu'il y avait des armes à feu à l'intérieur, des munitions à l'intérieur à utiliser pour ensuite tuer. Ta mère et Mathieu, pour quelle raison les tuer? Et puis, pas seulement ça. À quel moment est-ce qu'ils viennent jamais à ta porte? Et si tu penses qu'il a peur des chiens alors qu'il a une arme, il n'a pas peur des chiens. D'accord? Donc ça n'avait aucun sens à ce moment-là, tu comprends? Là, il était sur le point de dire « Et si c'était toi qui avais fait ça ?» Je parle théoriquement. D'accord. Quoi, théoriquement, quoi? Quoi? Tu as dit de vider son sac et tout ça, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Bien sûr que ça ne va pas disparaître aussi vite. Non, mais tu nous donnes une raison parce que d'autres personnes vont regarder cette interview et elles vont vouloir savoir « Est-ce un monstre ou quelqu'un qui a commis une terrible erreur? » Est-ce que Matthew ou ta mère, est-ce que l'un d'eux a essayé de te faire quelque chose quand ils sont rentrés à la maison? Non. D'accord. Que s'est-il passé? Et pourquoi? Où es-tu dans la maison quand ils rentrent à la maison? Parce que nous savons que tu n'étais pas dans ta chambre. Je ne comprends pas comment tu peux dire que je ne suis pas dans ma chambre. Comment le sais-tu? La porte de ta chambre est donc fermée, c'est ça? Au moment où cet incident a eu lieu, la façon dont les éclaboussures de sang sont projetées suggère que ce n'était peut-être pas exactement le cas. Elle aurait pu être fermée, mais pas totalement. Comme tu dis, elle était verrouillée.
Eh bien, je veux dire, je ne pouvais pas la verrouiller. La serrure de la poignée est montée à l'envers. D'accord. Tu as fait un commentaire tout à l'heure que le silence était assourdissant. Ça se passe en ce moment. Et même si tu ne le dis pas avec ta bouche, ton silence le dit haut et fort. Ça a du sens. As-tu tiré sur tes parents? Ta mère et Matthew? Julia. Je suis désolée, Jasper. Jasper, c'est ça. As-tu tiré sur ta mère et Matthew aujourd'hui? Tu dis que je l'ai fait, alors as-tu vraiment besoin de ma réponse? Eh bien, comme je l'ai dit, nous voulons que tu nous le dises, ce qui s'est passé. Et dis-nous, nous t'avons donné cette opportunité de nous dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passait pour que tu fasses ça? Les autorités censurent le reste de l'audio de l'interrogatoire, mais selon une plainte pénale, Julia a ensuite décidé de passer aux aveux et a admis avoir tué sa mère et Matthew. La plainte indique que Julia aurait dit « bienvenue à la maison » aux deux avant de leur tirer dessus à plusieurs reprises avec le revolver de Kelly. Plus troublant encore, l'adolescente a reconnu avoir poignardé Matthew plusieurs fois après avoir vidé ses munitions et n'a rechargé son arme qu'après avoir affirmé que le jeune homme de 22 ans lui avait demandé d'abréger ses souffrances. Elle a alors déclaré aux enquêteurs avoir rechargé l'arme et tiré dans la tête de Matthew. Julia a été inculpée de 2 chefs de meurtre avec préméditation au 1er degré avec une arme à feu. Aux dernières nouvelles, la jeune fille de 17 ans est jugée comme une adulte et a plaidé non coupable. Elle doit revenir devant le tribunal cette année. Abonnez-vous maintenant pour accéder plus facilement aux dernières actualités de Law & Crime. J'ai 15 ans, sachez-le. Ce n'est pas juste que je veuille parler. À cette heure, dans le comté de Lee, au Nouveau-Mexique, nous avons accompagné les adjoints du shérif lors d'une poursuite à grande vitesse d'un camion volé. Les adjoints ont d'abord tenté d'arrêter le suspect pour conduite dangereuse présumée avant que la situation ne s'aggrave rapidement. Ici, vous pouvez voir le suspect lancer à toute vitesse, essayer d'éviter les herses avant de poursuivre sa fuite audacieuse. Ensuite, le suspect effectue un virage brusque avant d'accélérer et de presque semer l'adjoint. Mais il ne faut pas longtemps avant que la police soit de nouveau sur les traces du suspect, qui zigzague maintenant largement à travers un quartier résidentiel. Ici, le conducteur dangereux tourne rapidement à gauche dans un champ, mais cette manœuvre ne fonctionne pas vraiment car l'adjoint rattrape facilement le suspect. Les enquêteurs ont déclaré que la poursuite a atteint des vitesses allant jusqu'à 179 km/h. Ensuite, le conducteur grille un stop et traverse 4 voies de circulation avant de conduire les adjoints dans un autre quartier.
conducteur continue d'essayer d'éviter l'arrestation. Puis, tout à coup, cette course-poursuite à grande vitesse semble toucher à sa fin. On peut voir 2 jeunes hommes prendre la fuite hors de la zone. Ne fais pas. Mais ce n'est pas vraiment la fin de l'histoire. Lorsque le conducteur, qui est toujours dans la voiture, fait vrombir le moteur et, eh bien, voyez par vous-même. Revenons en arrière et regardons sous un autre angle. 2 personnes s'enfuient. 2 personnes s'enfuient. Eau noire, sweat bleu. Sortez de la voiture tout de suite. Sortez de la voiture. Sortez maintenant! Maintenant! Sortez de la voiture! Et on est juste ici à côté de cette Dodge bleue. On est sur Beaton Clay? Ne t'arrête pas! Baisse-toi! Sors du camion! Sors du camion! Sors du camion! Le conducteur parvient à échapper aux adjoints du shérif, mais peu de temps après, les adjoints du shérif retrouvent le camion en panne dans un quartier voisin. Oui. Regarde-moi ça. Je te vois à la place du conducteur. Passe-moi ton siège, je m'occupe de toi. Tiens, ouvre la bouche. Ça a l'air dégagé. Haut-parleur. Je ne vois personne. Qu'est-ce que c'est? L'une de nous doit aller chercher une dépanneuse et l'autre doit chercher des caméras. Je n'en vois aucune. J'allais vérifier ça autour des oreilles. Les adjoints du shérif découvrent le camion sans personne à l'intérieur et commencent à fouiller le quartier à la recherche du moindre signe du conducteur. Pendant ce temps, à quelques pâtés de maison de là, un autre adjoint du shérif vient de trouver ces 2 garçons qui auraient soi-disant sauté du camion volé plus tôt. J'ai ces 2 gars ici au parc de camping-car. J'essaie juste d'aller leur parler. Qu'est-ce qu'on fait, Georges? Juste à côté de la Cono Lodge. 2 mineurs hispaniques, l'un torse nu, l'autre avec un t-shirt noir. C'est de voir... Et venez ici tous les 2. Venez ici tous les 2. Les policiers identifient le duo comme 2 garçons de 15 ans, dont les visages et les noms n'ont pas été révélés en raison de leur âge. Mains en l'air, d'accord? Je vais vous fouiller. Approchez et allez à mon véhicule. J'ai 15 ans, vous le savez déjà. C'est bon. Je veux juste parler. C'est bon, va juste là-bas, va là-bas. Pose simplement tes mains sur la tourelle. 3726 Jambourg. D'accord, ce n'est pas ça. Donc je vais juste vous détenir, d'accord? Vous n'êtes pas en état d'arrestation. Vous êtes tous détenus pour l'instant, d'accord? Juste au moins jusqu'à ce qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Parce que vous correspondez à la description de quelqu'un impliqué dans quelque chose qui vient de se passer, d'accord? Pareil, les mains derrière le dos. Toute personne qui ne fait pas ses courses sur la 30 ou la 40, il va revenir ici dans 1 seconde. Très bien. Je dirais que vous aviez de l'argent. Tu devais savoir que c'était à moi. Comme je l'ai dit, vous êtes retenu jusqu'à ce qu'on comprenne la situation, d'accord? 16h26. Montrez les 2 détails, je vais vous retenir.
Non, pas encore. Attendez. Attendez. Avant que vous montiez, je vais vous palper pour vérifier si vous avez des armes. D'accord, je ne vais pas mettre les mains dans vos poches. Je vais juste vérifier. Vous avez quelque chose sur vous, d'accord? Je serai avec vous dans une seconde. Très bien, je suis l'adjoint Cruz du bureau du shérif, d'accord? J'enquête sur la poursuite qui vient d'avoir lieu il n'y a pas si longtemps. C'est une voiture noire qui nous a échappé. Elle roulait à grande vitesse, d'accord? Je vais vous lire ceci puis poser quelques questions, si vous acceptez de parler. Vous avez le droit de garder le silence. Vous n'avez pas à parler et tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous au tribunal. Comprenez-vous? Vous avez le droit à un avocat avant de me parler. Vous avez le droit de parler à un avocat, à un parent, à un tuteur ou à un responsable si vous le souhaitez. Vous comprenez? Si vous ne pouvez pas payer un avocat, le juge vous en nommera un gratuitement si vous en souhaitez un. Vous comprenez? Vous avez le droit d'avoir votre avocat présent quand je vous parle. Comprenez-vous? Vous n'êtes pas obligé de me parler. Si vous le faites, vous pouvez arrêter de me parler à tout moment. D'accord? Vous comprenez? D'accord. Après avoir été informé de vos droits, et en gardant ces droits à l'esprit, souhaitez-vous volontairement renoncer à ces droits et me parler? Non? D'accord, c'est compréhensible. La même chose. Très bien, j'appelle ta mère et on verra ensuite, d'accord? Oh, il a dit non, je l'avais vu venir, désolé, d'accord? C'est mon ballon. Ensuite, il nous suit, appelle-le maman, le... Ouais. Vous dites non aussi? Oui, le mien aussi. Les deux ados refusent de parler avec les adjoints du shérif. Mais on découvrira bientôt que l'histoire est plus complexe. Alors, on l'a eu. On l'a attrapé en train de se débarrasser de l'arme à feu. Fais-le monter dans la voiture de police, d'accord? Contacte JPL pour qu'il passe par mes services publics. Je ne peux rien pousser. Et les autres câbles, complices? Petit Sam a laissé ses empreintes ici avec les armes à feu saccagées. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y avait pas d'arme à feu pour rallonger le chargeur. Le chargeur rallongé? Donc il n'a pas d'arme à feu? Oui, non, une arme à feu. Le chargeur n'a pas plus de capacité. J'étais chez les glamours de San Bruno. Rio. Il est défoncé. Oh, il l'est vraiment. Des témoins ont dit à la police avoir vu deux jeunes garçons essayer de cacher des armes dans le secteur et jeter quelque chose dans une benne à ordures. Retournons sur l'autre scène où les adjoints du shérif font une découverte alarmante. Très bien, c'est à toi, Larry. D'accord, tiens cette corde pour qu'on ne ferme rien. Fais-le juste pour la droite. Essaie de l'attraper en sortant. Prêt? Ne l'attrape pas, ne le laisse pas tomber au sol, viens le soulever. Oui, je peux le prendre.
Les adjoints trouvent un chargeur rallongé chargé dans une poubelle lorsqu'ils font rapidement le lien. Tu peux voir les motifs en spirale, ils sont enfouis, mais on peut comparer la taille. C'est ça. Je suis dans mon unité. Je n'ai personne d'autre ici, Jeff. Laisse-moi voir si ça va l'enlever. À quelques pas de cette poubelle, les adjoints trouvent des empreintes de chaussures dans la terre, et il ne faut pas longtemps aux enquêteurs pour déterminer si la chaussure correspond. Je prendrai uniquement des photos des semelles, donc pas d'autres photos. Sortez simplement. Veux-tu te placer face à la voiture de patrouille et poser tes mains dessus pour que je prenne une photo? On vous a eu. Une enquête rapide aurait révélé une correspondance entre l'une des chaussures de l'adolescent et les empreintes trouvées sur les lieux. Rapidement, les adjoints reçoivent un appel signalant que des armes à feu ont été retrouvées. Ouf Brown, ravi de vous rencontrer. Où les a-t-on trouvées? Elles ont été retrouvées. Je préfère partir. Hein? Non, espagnol. Non, je suis désolé. Il y a un chargeur dedans. Je pense que c'est celui qui s'est fait tirer dessus. Non, ne touchez pas. Oui, non, n'y touchez pas. Nous avons trouvé le chargeur. Nous les cherchions plus tôt. Donc vous cherchiez le... matin. Nous avons vu comme... 2 armes à feu ont été retrouvées cachées sous un camping-car, avec l'une d'elles sans chargeur. Et tu ne vas pas croire ce qui serait arrivé ensuite. La petite amie a vu les flics ici. Ouais. Mais je suppose qu'on l'a trouvé. Il l'a ramassé et il a tiré avec. C'est un garçon de 5 ans. Oh, il a tiré avec l'arme? Et oui, il continue. Il continue. Est-ce que l'enfant va bien? Oui. Oui, s'il vous plaît. D'accord. Combien? 3. Vous avez bien entendu. Des témoins ont déclaré aux policiers qu'un enfant de 5 ans s'est emparé d'une des armes et a tiré avec. Cela se serait produit alors que l'enfant était surveillé par une baby-sitter, selon les policiers. Aucune blessure signalée, heureusement. Je vais à ça. Impression terrible là-dessus. 3. Prêt. C'est parti. Il se peut qu'il y ait certaines têtes qui... Tu les as attrapées. Mon pote. Ne touchez pas, d'accord. Fais attention, j'ai essayé de les manipuler. C'était un peu trop. Il y a combien de temps que l'enfant a tiré? Il y a environ 10 minutes, donc il y a 10 à 15 minutes. J'ai entendu le coup de feu. Je n'ai rien entendu non plus. Je mettais des chaussures là-bas quand j'ai entendu un coup de feu, alors je suis monté voir ce qui se passait. D'accord. Ça va? Il ne savait pas que c'était une vraie arme. Il pensait que c'était un pistolet jouet. Où a-t-il tiré? Qu'a-t-il touché? Tu sais? Peu après, les policiers retrouvent la balle manquante. Ce garçon affirme avoir tiré sur le camping-car. Tu vois des impacts de balles? Avec des balles et ripes, elle se serait enterrée dès le premier impact sur un objet. Il y aurait eu des dégâts, on le verrait. Ouais. Peut-être. Ouvre-le et vérifie s'il y a un trou de balle ou une balle dedans. Ouais, c'est ça. Il y a une balle là-dedans? Regarde. Non, on a trouvé où il a tiré. Est-ce qu'il est passé par l'arrière? Oh oui, bien sûr. Est-ce que... Juste en dessous du camping-car. Les enquêteurs ont déclaré qu'une des armes à feu avait été signalée volée dans un comté voisin. Retour avec nos suspects. Les 2 mères des adolescents sont arrivées à l'improviste et ne sont pas très contentes de la situation. D'accord, vous êtes vraiment pas professionnel, vous l'êtes toujours aussi peu. Je manque de professionnalisme.
Vous pouvez voir la division ici au lieu d'être une adolescente. C'est la cause de la division ici. Et ici, ce sont tous des professionnels. Et là, ce sont des mineurs. Et... Tu dois gérer les mineurs. Encore une différence. On parle aux mineurs, d'accord? Non mais oui, mais tout de suite, tu te dis, ils sont en état d'arrestation. Ils sont en état d'arrestation. C'était mon erreur. C'était son erreur. Pour appeler le JPO, ils doivent être en état d'arrestation. Il n'a jamais arrêté ou eu affaire à des mineurs. Donc il pensait qu'ils n'étaient pas en état d'arrestation. Il suffit de dire « Hé » jusqu'à ce qu'on parle à JP. C'est l'inverse. Ils sont en état d'arrestation. JPO appellera JPO. Et je suis désolé si je parais non professionnel. Ce n'est pas mon intention. Mais pour le JPO, il y a comme une fiche. Et ils vont donner un score. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est comme ça qu'on le comprend. Le JPO va dire de les garder, ou au moins de les retenir. Donc là où on en est maintenant, on va attendre que le JPO nous dise de les garder. Est-ce plus clair? Désolé, restez en ligne. Ils boivent tout le temps, donc ils ne vivent pas sous le même toit, n'est-ce pas? Dave avait encore des accusations en cours. Les autorités envoient un adolescent en prison et laissent l'autre repartir avec sa mère. Quand ils ont jeté le chargeur de l'arme, je veux dire le chargeur de cette arme, dans une poubelle. D'accord, eh bien, c'est tout ce que je peux faire. Et puis, juste pour être sûr, dois-tu y aller ou dois-tu partir? Vous voulez le déplacer ici, monsieur? Oui, monsieur. Je vous ferai signe. C'est bon, c'est ce que nous devons faire. Faites attention. Merci, monsieur. Attention à la tête. Il porte encore un masque. Les deux adolescents sont accusés de fuite pour échapper à leur arrestation, d'altération de preuves, d'utilisation négligente d'une arme à feu et de contribution à la délinquance d'un mineur. L'un des adolescents fait face à des accusations supplémentaires pour recel de biens volés. Quant au conducteur du véhicule de fuite, un rapport d'arrestation indique que les adjoints du shérif n'ont pas pu le retrouver immédiatement.